Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique. On va débuter du côté de Québec où le gouvernement Legault a présenté sa réforme de la loi 101. Une réforme qui propose, entre autres, de modifier la Constitution canadienne pour y inscrire la reconnaissance de la nation et du français comme seule langue officielle et commune au Québec. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux vous entendre sur cette réforme de la loi 101 qui a été déposée ce matin à l'Assemblée nationale au Québec. Conrad, je vais commencer par vous. Je me demandais quelles sont, selon vous, les conséquences politiques de cette réforme au Québec. Est-ce que François Legault vient de marquer des points auprès de l'électorat au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, honnêtement, je pense que c'est trop tôt pour le savoir parce que la réaction de ceux qui militent pour la protection de la langue française a été assez mitigée. Et quand M. Jolin Barrette avait promis des mesures très musclées, il a créé énormément d'attentes. Et quant à moi, il n'a pas rencontré ces attentes. Je trouve que les mesures ne vont pas aussi loin que j'aurais pensé. Et que si c'est sûr que ce qui a été annoncé aujourd'hui ne fait rien pour arrêter le recul du français au Québec. Là, ça aurait pris effectivement des mesures beaucoup plus musclées par rapport au transfert linguistique des allophones vers le français contrairement à l'anglais. Et ça aurait pris une application de la loi 101 au cégep. Et à ce point, donc, si l'objectif de l'exercice était d'arrêter le déclin du français au Québec, il n'y a rien dans cette loi qui va dans ce sens-là. Bon. Mais est-ce que ça va quand même reconforter certaines personnes dans leur droit linguistique de travailler en français? Oui, peut-être. Mais je trouve que politiquement, c'est trop tôt pour savoir si ça va aider le gouvernement ou plutôt l'opposition a du stock pour le critiquer. OK. Donc, ça va être à suivre. Catherine, maintenant, je voudrais vous entendre sur la réaction possible d'Ottawa parce qu'on a vu le chef du Bloc québécois demander l'appui unanime du gouvernement Trudeau sur cette réforme. Est-ce qu'on va assister à un affrontement entre Ottawa et Québec dans ce dossier-là? On dit que le ministre Jolin Barrette a fait parvenir un exemplaire de sa réforme hier soir à la ministre Joly avant de la dévoiler. Bon, est-ce que ça pourrait laisser la place à une collaboration, sous-entendre une collaboration à venir? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est une espèce de jeu de ping-pong, si on veut, parce que là, il y a Mélanie Joly qui avait déposé son livre blanc il y a quelques semaines. Par la suite, là, on voit ce document, cette réforme quand même assez très ambitieuse là, du ministre Simon Jolin Barrette. Mais là, la prochaine étape, là, ce qu'on va voir à Ottawa, c'est que Mélanie Joly devrait déposer à son tour, un projet de loi, justement, sur la langue française à Ottawa. Il ne faut pas oublier qu'à Québec aussi, là, Conrad en parlait, mais il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette loi-là. Et puis, les consultations, là, vraiment, là, on va se pencher sur le détail du côté de Québec à l'automne. Alors, je ne crois pas que pour l'instant, on va voir une confrontation. Pour l'instant, ce qu'on a vu, là, la réaction de Mélanie Joly a été, disons, très tempérée. Elle est restée très prudente. Elle a dit, écoutez, je vais me pencher sur ces quelques 200 articles. On va voir. Et puis, effectivement, j'ai entendu la même chose que vous, c'est-à-dire que ils ont été en collaboration, les deux ministères, le temps à Québec, à Ottawa, ont été en collaboration. À un petit détail, là, il y a eu une petite surprise. Je pense que c'est justement le fait que Québec veuille inscrire le Québec francophone dans la Constitution. Ça, je pense que du côté là, du cabinet de Mme Joly, on ne l'a pas vu venir. Mais encore une fois, là, c'est un débat peut-être qui va être plus à long terme. Là. Je ne pense pas que dans l'immédiat, on va voir nécessairement une chicane Québec-Ottawa. Bon, parce que Altia, c'est l'autre question qu'on se pose parce que le gouvernement du Québec veut modifier la Constitution canadienne. On se demande comment le Canada anglais va réagir à ça, à ce projet de loi. Quelle va être la réaction selon vous? On peut s'attendre à quoi? On dirait déjà que c'est un petit peu mix. Il y en a qui vont pas vouloir même en discuter. C'est pas de leurs affaires. On a d'autres choses à discuter, à s'attaquer, la pandémie, entre autres. Mais on dirait même que le premier ministre Legault s'attendait qu'il y aurait des questions des autres premiers ministres. Il nous a dit ce matin qu'il va écrire une lettre à tous les premiers ministres, incluant au premier ministre Justin Trudeau, pour lui expliquer ce qu'il entend faire. Bon, si on lit la Constitution, la province, elle a
les provinces, individuellement, elles ont le droit de changer leur propre constitution. Mais là, on va un petit peu plus loin parce qu'on attaque le caractère linguistique, on l'attache dans cette partie-là. Est-ce que Ottawa va vouloir dire que non, le Québec ne peut pas faire ça? J'imagine qu'en direction d'une potentielle élection, ce ne serait pas un enjeu que Mme Joly ou que le premier ministre Trudeau aimerait attaquer. Alors, je pense que ça ne va pas faire autant de vagues que ça. L'autre question aussi, c'est au sujet de la clause non-obstant. Est-ce que Ottawa donnerait le droit aux gens d'utiliser le programme de contestation judiciaire? Exactement, aux gens qui veulent contester cette clause-là. Mme Joly ne s'est pas prononcée là-dessus. Alors, ça clôt toute la question de la réforme de la loi 101. Je veux maintenant vous entendre sur le deuxième sujet de la journée. C'est l'affaire We Charity. Justin Trudeau, finalement, qui n'était pas en conflit d'intérêts, contrairement à son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, selon le commissaire à l'éthique, au terme de son examen. Ça a été donc dévoilé aujourd'hui. Catherine, qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision-là? En fait, je pense que c'était la journée parfaite pour le gouvernement Trudeau pour que ce rapport paraisse parce qu'il y avait là, tellement de nouvelles aujourd'hui. Là, vraiment, c'était, je pense, le cocktail idéal là, pour les libéraux. Certainement, donc je pense que c'est pas tellement étonnant. Quand même, là, le commissaire Dion a parlé d'apparence de conflit d'intérêts et puis une apparence de conflit d'intérêts, a-t-il insisté. Ça ne brise pas la loi. Donc, M. Trudeau n'est pas venu violer la loi. Et puis, finalement, tous les faits, on les connaissait déjà. Hein. Donc, on est revenu sur la famille de M. Trudeau là, qui a eu ses contrats avec We Charity. Bref, il n'y avait pas grand-chose de neuf de ce côté-là. Monsieur Morneau, qui, lui, a été blâmé pour sa part, mais entre vous et moi, je ne pense pas que ça change grand-chose. Monsieur Morneau, il a déjà reconnu ses torts. Il n'est plus au cabinet depuis plusieurs mois. C'est de l'histoire ancienne. Donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, je pense que le dossier est à peu près clos. Bon, Altia, justement, est-ce que c'est la fin vraiment de l'enquête sur We Charity ou si ça pourrait revenir hanter les libéraux dans d'autres comités aux communes? Bien, je pense que le fait que le rapport s'appelle Trudeau numéro 3, ça va venir hanter le premier ministre durant une campagne électorale, dans le sens que le premier ministre ne semble pas voir des conflits ou une apparence de conflit dans l'exercice de son devoir et de ses fonctions. Il admet maintenant, il est admis au comité l'été dernier qu'il aurait dû s'excuser, il n'aurait pas dû participer à cette rencontre-là du cabinet. Je pense que quand même, il y a des questions qui peuvent se poser au sujet de la nature du gouvernement libéral, des ministres qui font des faveurs, qui se montrent préférentielles pour leurs commettants, pour leurs amis. On a vu cette question-là hanter les libéraux quand même durant les contrats qui ont été reliés à la pandémie. C'est une histoire qui est très, très bien détaillée dans le rapport de M. Morneau. La manière dont lui, il dit qu'il n'est pas ami avec Craig Kielburger, mais que M. Dion, le commissaire, décide que non, en fait, oui, vous êtes des amis, puis que dans le passé, on a trop souvent pris une approche trop large, trop étroite, pardon, pour définir c'est quoi un ami. Et puis qu'on devrait prendre, selon M. Dion, une approche plus large. Oui, peut-être que vous étiez des amis pas très, très proches, mais il est venu bruncher chez vous un dimanche, vous l'avez félicité sur son nouveau bébé, il y avait ton courriel personnel, vous êtes des amis, puis vous êtes allés, vous lui avez montré une préférence que vous n'avez pas montrée à d'autres compagnies. Puis ça, je pense que ça s'applique pour d'autres ministres et ça s'applique à d'autres enjeux aussi pour ce gouvernement fédéral-là. Conrad, pour conclure sur We Charity? Mais évidemment, je crois que politiquement, la question est morte et enterrée parce qu'elle a été blanchie. Mais cela dit, je trouve les conclusions du commissaire étonnantes parce que personne ne peut nier que M. Trudeau a tiré un bénéfice politique de son association avec We Charity pendant plusieurs années avant que ce contrat-là soit octroyé. Et que son association avec cet organisme-là a été
mutuellement avantageux pour les deux parties. Et de là, c'est ça. Si c'est seulement une apparence de conflit d'intérêts, je trouve ça étonnant. Peut-être qu'elle n'a pas tiré un bénéfice économique, financier de cette association, mais évidemment, il a tiré un bénéfice politique. Bon, le temps file. Ça a été une dure semaine au chapitre de la COVID pour le vaccin d'AstraZeneca. J'aimerais vous entendre sur la décision donc de plusieurs provinces qui ont décidé de carrément arrêter d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose. Le Québec a même emboîté le pas aujourd'hui. Là, Catherine, est-ce qu'on doit s'attendre? En fait, le premier ministre Trudeau a continué à vanter, encourager les Canadiens à prendre le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que M. Trudeau pourrait avoir un problème de communication, éventuellement? En fait, oui, ben je pense qu'en fait, c'est vraiment l'ensemble de la santé publique ici à Ottawa qui a un problème de communication parce qu'au final, tout ça part de ce cafouillage-là de communication du Comité national sur l'immunisation. On se souvient, la semaine dernière, ils ont fini par insister sur le fait que Pfizer et Moderna étaient des vaccins dit préférentiel, un message pas tout à fait nouveau, mais ils ont senti le besoin d'insister là-dessus, et ce, alors que, il y a des dizaines de milliers de Canadiens qui ont déjà reçu le vaccin, et la réaction, elle a été immédiate. On a vu les Canadiens qui ont été vaccinés avec AstraZeneca se demander s'ils ont eu un vaccin à rabais. Donc, beaucoup de Canadiens très fâchés aujourd'hui. Et là, toute la question se pose sur la deuxième dose. Donc, je pense que oui, vraiment, ça vient affecter nécessairement le gouvernement Trudeau, mais je pense que vraiment le cœur du problème, c'est un problème de communication du côté de la santé publique. Et de ce côté-là, je pense que, M. Arruda à Québec a eu un coach en communication, là, si on veut. Je pense que ce serait une bonne idée peut-être que du côté fédéral, on se penche là-dessus parce qu'actuellement, il contribue à l'hésitation vaccinale, malheureusement. Et ça, même si on sait très bien qu'AstraZeneca, c'est un vaccin sécuritaire, c'est un vaccin qui a permis à la Grande-Bretagne, notamment, de se sortir de la troisième vague. C'est aussi, l'exemple qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en temps de pandémie, les manchettes qui peuvent survenir. Ça m'amène à vous parler de la motion du Bloc québécois qui demande aux députés de voter contre la tenue d'élections pendant la pandémie. Le gouvernement Trudeau répète depuis des semaines qu'il ne veut pas d'élections en temps de pandémie. Althia, quelle est la stratégie du Bloc québécois avec cette motion? Bien, ils veulent essayer de prévenir le gouvernement libéral de déclencher des élections. Ils sont en train de débattre un projet de loi qui mettrait des paramètres pour avoir une élection durant un temps de pandémie. Alors, on aurait des jours d'extra pour aller voter. On pourrait voter par la poste. Plein de différentes matières. Il y a plusieurs députés qui sont craintifs que ces mesures-là deviennent des mesures permanentes. Mais ça, je pense que c'est un enjeu secondaire. À l'instant même, les partis d'opposition disent qu'ils ne veulent pas que le gouvernement libéral déclenche les élections. On sait que les sondages démontrent que les libéraux pourraient probablement avoir un gouvernement majoritaire si une élection avait lieu tout de suite. Mais même si la motion passe, ça ne veut pas dire que le gouvernement libéral va être arrêté. On va pas pouvoir empêcher Justin Trudeau de marcher chez le juge en chef de la Cour suprême puis de demander, en fait, que le Parlement arrête de siéger puis qu'il y ait des élections. Ouais. Mais c'est un bel effort. Conrad, le mot de la fin là-dessus, parce qu'il y a plusieurs gens qui se posent la question, est-ce que ce serait vraiment raisonnable pour le gouvernement d'aller en élection en pleine pandémie? Mais on n'ira pas en élection d'ici le 30 juin et je pense que le gouvernement fait le pari qu'on serait plus avancé dans la vaccination après ça et que tout est sur la table. Et la motion du Bloc, tout ce que ça démontre, évidemment, c'est que le Bloc a peur, que le Bloc a fait le plein en 2019 et que les libéraux sont très, 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 très focusés sur le Québec actuellement. Et c'est pour ça que vous n'allez pas entendre le gouvernement
gouvernement de Trudeau critiqué les mesures de François Legault sur la loi 101 et ils vont aller de l'avant avec le projet de loi C10, même si la crédibilité du ministre Stephen Guilbeault est très, très, très endommagée dans le reste du Canada par rapport à la gestion de ce dossier. Ouais. Mais le milieu culturel québécois est derrière ce projet de loi et les libéraux, et c'est pour ça que le Bloc veut vraiment pas aller en élection parce que ce projet de loi renforce le brand libéral au Québec énormément. Conrad Altia et Catherine Lévesque avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Le gouvernement Trudeau a décidé de porter devant les tribunaux américains tout le dossier de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge que l'État du Michigan menaçait de fermer cette semaine. Alors que les tractations se poursuivent, j'ai discuté des conséquences d'une possible fermeture de cette importante canalisation pour le Québec et l'Ontario avec Carole Montreuil, qui est vice-présidente de l'Association canadienne des carburants. Bonjour, M. Montreuil. Bonjour, Mme Bégin. Un mot d'abord sur ce qui se passe actuellement devant les tribunaux américains. Bon, la médiation qui doit reprendre la semaine prochaine, c'est pas évidemment que la ligne 5 va fermer d'ici là. Mais est-ce que vous êtes inquiet ou plutôt confiant que ça va donner des résultats? En fait, il y a un niveau d'inquiétude important qui règne présentement dans l'industrie, c'est certain, parce qu'évidemment, les conséquences de fermer cette ligne-là seraient très importantes. Donc, on s'en remet aux tribunaux. Enbridge a signifié également qu'il s'en remettait aux tribunaux. On attend une décision. On le sait, il y a 2 accords qui sont en jeu présentement. Il est question de la juridiction ou non de l'État sur un enjeu comme celui-ci. Donc, il faudra attendre et suivre les développements, mais pour l'instant, c'est certain qu'il y a de l'inquiétude au sein de l'industrie. Oui, bon, en attendant justement ces développements, j'aimerais vous entendre sur les impacts concrets d'une possible fermeture de cette ligne 5. Le Québec compte 2 raffineries qui sont encore en activité, une à Lévis, une à Montréal. Il y en a 4 en Ontario. Ces raffineries reçoivent près de la moitié de leur approvisionnement en matières premières de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge. Est-ce que ces raffineries manqueraient de pétrole? Non, en fait, vous l'avez dit, il y a beaucoup de raffineries qui sont en jeu et c'est important de le mentionner. C'est un enjeu de compétitivité extrêmement important. Si les raffineries canadiennes utilisent le brut nord-américain, du brut canadien de l'Ouest ou du brut américain, c'est qu'il y a un avantage concurrentiel à le faire. Donc, de priver les raffineries de cette alimentation-là aurait un impact sur la compétitivité. Oui, les raffineries trouveront des alternatives. Il y a d'autres façons d'aller chercher du brut, mais malheureusement, ce sont des façons qui sont ou bien plus coûteuses ou bien moins sécuritaires. Par exemple, si on pense à remplacer ce pétrole-là par du pétrole qui serait acheminé en citerne par train ou par camion, imaginez l'enjeu en termes de sécurité et en termes même d'émissions de gaz à effet de serre d'utiliser un moyen de transport beaucoup moins sécure et efficace pour l'environnement que les pipelines le sont. Oui. Il y a toutes sortes d'enjeux, vous le dites. Est-ce que ça pourrait se traduire par des prix du pétrole, éventuellement? Bien, en fait, quand on parle de compétitivité, le fait de ne pas avoir accès du brut canadien ou du brut nord-américain, tout à coup, en rendant les raffineries moins compétitives par rapport à leurs adversaires qui sont dans le bassin de l'Atlantique, que ce soit l'Europe de l'Ouest, le Nord-Est américain, c'est une structure de coût, tout à coup, qui deviendrait plus importante. Donc, une structure de coût plus importante, habituellement, ça se reflète à moyen ou à long terme sur les prix. Donc, les conséquences à moyen ou long terme sur les consommateurs sont également importantes. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que cette ligne-là demeure en opération et puisse alimenter nos raffineries. Oui, et puis quand vous parlez des hausses des prix, là, c'est quoi pour alimenter les véhicules, les maisons, les entreprises, de façon concrète, là, pour les consommateurs, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Oui, parce que le marché est ouvert. On le sait présentement, il y a eu une autre difficulté avec la pipeline de Colonial là, sur la côte Est là, qui amène le pétrole du Texas vers le nord-est américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes énergétiques sont totalement ouverts et reliés entre les 2 pays. Donc, quand il y a des soubresauts, comme la ligne 5 le fait présentement, comme la ligne coloniale le fait depuis la fin de semaine, ces systèmes-là sont reliés. Personne ne peut prédire est-ce que cet impact-là représente quelques sous ou plusieurs sous. On l'a vu durant la fin de semaine, les lignes d'attente aux stations-service américaines à cause des enjeux du pipeline colonial. Donc,
c'est un marché extrêmement concurrentiel où les raffineries compétitionnent une avec l'autre à la grandeur du continent et même avec l'Europe de l'Ouest. Donc, l'impact final, quand on rend une partie de l'industrie moins compétitrice, personne ne peut prédire si c'est quelques sous ou plusieurs sous et à quel moment cet impact-là se ferait sentir. Mais c'est un coût plus important et on le sait, des coûts plus importants habituellement se reflètent sur les prix aux consommateurs. Est-ce que le Canada a agi quand même trop peu, trop tard, là, pour reprendre l'expression consacrée? Mais comme on le disait au début, il y a 2 ententes qui sont en cours. Par exemple, l'entente qui prévoit avoir un remplacement de la ligne existante par un tunnel souterrain où la ligne serait complètement enfouie, où la ligne, ou s'il y avait un déversement, tout ce déversement-là serait contenu dans ce tunnel. Tous ces travaux-là et l'autorisation de ces travaux-là ne datent pas de quelques semaines. Ce sont des autorisations qui datent de 2017-2018. Donc, déjà, le gouvernement canadien avait participé à permettre que ce projet-là se fasse pour rendre l'ouvrage plus sécuritaire. Donc, à ce niveau-là, on voit bien que le gouvernement canadien a été impliqué depuis longtemps pour faire en sorte que ce pipeline-là soit plus sécure à moyen et à long terme. Donc, le travail qui ne date pas d'hier, selon ce que vous nous dites. En terminant, M. Montreuil, on sait que votre industrie, l'industrie du raffinage, a été vraiment durement frappée par la pandémie de COVID-19. Évidemment, la consommation d'essence pour les autos, le carburant pour les avions. Juste un exemple, ça a chuté de façon absolument draconienne. Jusqu'à quel point la fermeture de cette ligne 5, si ça devait arriver, arriverait justement à un mauvais moment pour votre industrie? Ouais, en fait, vous soulevez un bon point, un très bon point. En fait, ça arrive au pire moment. On le sait, les gens l'oublient, mais cette pandémie-là a frappé durement. Au moment où on se parle, Mme Bégin, il y a plus d'une douzaine de raffineries qui sont arrêtées et certaines ne repartiront pas du tout. Donc, l'industrie du raffinage traverse une période difficile. Et là, cette goutte-là additionnelle que représente l'enjeu de la ligne 5, c'est une goutte de trop, peut-être, pour certaines raffineries. Carole Montreuil, vice-président de l'Association canadienne des carburants. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors que la vaccination a pris son rythme de croisière au Canada, plusieurs fondent beaucoup d'espoir sur un retour graduel à la normale dès cet été. Mais est-ce réaliste? J'ai posé la question à Agathe Demarais, qui est directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit. Bonjour Agathe. Bonjour Esther. Bon, l'immunité de groupe, évidemment, c'est ce qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel de cette pandémie. On va commencer par le Canada. Est-ce que 70 des Canadiens vaccinés, je dirais d'ici la fin de l'été, est-ce que c'est réaliste de penser ça? Alors, chez The Economist Intelligence Unit, nous avons fait une étude récemment sur le calendrier de vaccination mondial, dont le calendrier au Canada, et nous pensons que cet objectif, à ce stade, n'est peut-être pas réaliste. Nous pensons que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022. En fait, quand on regarde les catégories de pays qui vont très, très vite pour la vaccination, ils ont un point commun, et ensuite, il y a 3 possibilités. Le point commun, c'est que ce sont tous des pays riches, comme le Canada. Et ensuite, il y a 3 possibilités. Soit une petite population, ce qui n'est pas le cas du Canada. Soit ce sont des pays qui bénéficient des largesses de la Russie et de la Chine, par exemple le Chili, ou alors ce sont des pays qui ont des capacités de production locales, comme les États-Unis ou l'Union européenne, ce qui n'est à ce stade également pas le cas du Canada. Et donc c'est pour ça que nous avons une prévision qui est un petit peu plus pessimiste que celle du gouvernement et qui est que le Canada atteindra l'immunité collective début 2022. Bon, justement, sur ce pourcentage d'immunité collective, parce que de la population là, qui doit être vaccinée pour atteindre cette fameuse immunité collective, aux États-Unis, ces jours-ci, à cause des variants, on avance plutôt qu'il faut un taux de 90 des personnes vaccinées. On renonce même, on se dit qu'on n'arrivera jamais à ce 90 Quel est le taux de vaccination nécessaire pour atteindre justement l'immunité collective? Alors, il n'y a pas de consensus, justement. C'est un sujet qui fait débat chez les scientifiques. Généralement, on retient le taux d'environ 60 à 70% de la population qui doit être immunisée, mais c'est un taux qui dépend, en fait, de la virulence du virus, de l'efficacité des vaccins, d'un certain nombre de facteurs. On retient 60 à 70%, mais effectivement, il se peut que ce soit un petit peu plus élevé. Alors après, la question aux États-Unis actuellement, c'est également qu'une partie de la population américaine ne souhaite pas apparemment se faire vacciner et que les États-Unis, en fait, leur campagne
campagne de vaccination ralentit un petit peu, ce qui en fait signale également un autre problème qui va se poser à un moment, après des débuts en fanfare dans un certain nombre de pays. On voit que l'hésitation d'une partie de la population à se faire vacciner est importante dans un certain nombre de pays. Des pays très variés comme la France, l'Ukraine, l'Argentine, le Japon, en fait, pâtissent de ce problème. Et c'est un sujet qui sera important. Je regardais les dernières statistiques. En fait, environ un tiers de la population mondiale ne souhaite pas bénéficier d'un vaccin contre le coronavirus. Donc, c'est quand même assez considérable. C'est d'autant plus important qu'on dit que personne ne sera vraiment en sécurité tant que tout le monde sur la planète ne sera pas protégé. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, par exemple, donc au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tous ces pays poursuivent leur déconfinement au moment où on se parle. Est-ce que ces pays, justement, vont trop vite en affaires? Alors c'est une politique, en fait, c'est extrêmement difficile, c'est un compromis, je dirais, puisque la question est à la fois de déconfiner pour avoir des perspectives économiques, puisqu'on sait que le confinement a un poids économique et un prix économique qui est très lourd à payer, tout en respectant les impératifs de santé publique. C'est un compromis, il n'y a évidemment pas de bonne réponse. Généralement, les experts en santé publique souhaitent avoir des perspectives plus sûres, plus sécuritaires, et ils souhaitent généralement déconfiner plus lentement, et un certain nombre de gouvernements se disent qu'aller trop lentement a également des effets très délétères sur l'économie. Donc c'est un compromis. Je dirais que la situation est quand même différente entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, puisque le Royaume-Uni a une campagne vaccinale qui est allée très vite. Oui. On voit que la majorité de la population britannique aujourd'hui a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. L'Union européenne a connu des débuts plus lents, mais est en phase de rattrapage et devrait atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'été. Oui, parce que la COVID, quand même, continue de progresser ailleurs dans le monde et c'est le cas en Inde où la pandémie fait actuellement des ravages. L'Inde, c'est quand même un pays de 1,3 milliard d'habitants, c'est pas rien. Jusqu'à quel point la situation actuelle, ce qui se passe actuellement en Inde, ça pourrait menacer les pays qui déconfinent ou qui pensent déconfiner bientôt? Alors, c'est la grande inquiétude, justement. Pour tous les experts en santé publique, c'est la grande inquiétude, la situation en Inde. Puisque, comme vous l'avez dit, l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est un taux d'incidence du coronavirus qui augmente fortement. On ne sait pas exactement, en fait, combien de personnes sont contaminées chaque jour. C'est extrêmement difficile d'avoir une vision d'ensemble de la situation en Inde. Mais ce qui est certain, c'est que tant que le virus continue à circuler dans un pays comme l'Inde, en fait, cela va favoriser l'émergence de nouveaux variants. Et ces nouveaux variants, évidemment, vont se propager dans le reste du monde et pourraient à terme devenir résistants ou en partie résistants aux vaccins actuels contre le coronavirus. Et tout cela pourrait en fait nous ramener au point de départ dans une sorte de course contre la montre entre les vaccins qu'il va falloir adapter aux variants contre le coronavirus et le coronavirus qui continue à muter tant qu'il infecte des personnes. Et c'est exactement ce qui se passe en Inde et c'est évidemment la grande inquiétude actuellement. Les États-Unis, vous le savez, soutiennent une initiative pour que les pays abandonnent la protection de ces brevets-là, du moins temporairement. Le Canada serait prêt à envisager, soutenir l'idée. Est-ce que ce serait une solution pour régler l'inéquité entre les pays et atteindre plus rapidement justement cette fameuse immunité collective? Alors, je dirais que la décision des États-Unis, en fait, est à la fois symbolique et politique. En fait, ce qu'elle traduit, c'est le fait que les États-Unis sont de plus en plus inquiets de voir la Russie et la Chine déployer une diplomatie vaccinale à travers les pays émergents pour, en fait, augmenter leur présence dans les pays en voie de développement et nouer des liens avec ces pays en voie de développement. Donc, je dirais qu'il faut voir la décision des États-Unis à l'aune de cette diplomatie vaccinale. Maintenant, notre analyse chez The Economist Intelligence Unit, c'est que la décision des États-Unis de ne pas en fait appliquer les droits de brevet pour les vaccins contre le coronavirus, cette décision ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccination au niveau de l'échelle annuelle, échelle internationale, avant au moins 2022. Ou même 2023. Et en fait, la raison principale, c'est que produire des vaccins, ce n'est pas uniquement en fait plus facile si on n'a pas les droits de brevet. Il faut vraiment une main-d'œuvre, un savoir-faire. Il y aura des transferts de technologies qui doivent avoir lieu. Tout cela va prendre énormément de temps et on en revient en fait au point de tout à l'heure, c'est que construire une usine de production de vaccins prend énormément de temps. Donc je dirais que cette décision est un premier pas, mais pour l'instant un premier pas symbolique qui ne va pas avoir un impact notable sur les calendriers de vaccination dans la plupart des pays avant un bon bout de temps. Oui, donc des impacts, mais plus à long terme.
Agathe Demarais, qui est directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, ça complète la revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, continuez à prendre soin de vous.